Voilà, nous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément causé. C'est le DG qui nous a rendu visite. Oui, la Guinée, c'est aussi le délestage, il faut le comprendre comme ça. Oui, M. Ba, je parlais, avant qu'on ne marque la pause, je parlais de ce que l'ambassadeur avait dit par rapport à l'électrification de la Guinée. Et il a dit que la Guinée est le pays le plus électrifié de l'Afrique de l'Ouest. Pour vous, est-ce qu'on doit dire ça? Je pense que dans les années à venir, ce qu'il vient de dire sera le cas. Dans peut-être 5 ans, d'ici 10 ans, je pense que la Guinée sera le pays qui sera, en termes de production énergétique, le plus important en Afrique de l'Ouest et qui pourra exporter une bonne... Sous l'égide d'Alpha Condé ou notre président? Non, ne changeons pas les choses. Je dis dans la prochaine décennie, la Guinée sera ce que vient de déclarer l'ambassadeur de Russie. C'est un travail, c'est un programme. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous parviendrons à faire de la Guinée un grand producteur d'énergie et un exportateur d'électricité pour l'ensemble de la région ouest africaine. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour clore ce débat concernant cette déclaration, comme je vous l'ai dit, il y a des vérités qui ont été dites. Il y a d'autres partis qui méritent, qui méritent d'être appréciés. Dont l'appréciation peut dépendre des sensibilités des uns et des autres. Mais je dois dire à mes compatriotes, prenons garde, l'intérêt de notre pays commande à ce qu'on privilégie des relations fraternelle, de bonne coopération avec des pays, avec tous les pays et plus particulièrement avec un pays comme la Russie qui a beaucoup fait pour accompagner la Guinée dans des moments les plus difficiles et qui, à l'heure actuelle, dans les projets d'industrialisation, est un partenaire stratégique extrêmement important. L'intérêt de la Guinée recommande à ce qu'on ménage les relations entre la Guinée et la Russie. Voilà, nous allons marquer une petite pause de 5 minutes et nous revenons dans cette émission. Voilà, on va continuer. C'est le grand marathon. Voilà, c'est le grand marathon. Oui, naturellement. Voilà, on va, Aimé Césaire, changer de thématique. On va parler de la CENI. Nous savons tous que la CENI est une institution qui doit organiser toutes les élections dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons vraiment des problèmes parce que l'opposition accuse des retards et elle doit envoyer ses éléments, ses représentants au niveau de cette institution. Déjà la mouvance, et elle l'a fait. On attend que cette opposition... Oui, selon nos sources, là c'est nous donne un dialogue, c'est compris avec son frère Sidi Touré par rapport au choix des commissaires. L'UFDG finalement va envoyer 4 commissaires, l'UFR va aussi envoyer 2, le PDN juste un commissaire. Voilà, M. Baouri, votre regard par rapport à cette nouvelle CENI, la désignation des commissaires. D'abord, on a revu à la baisse le nombre de commissaires à la CENI, une loi qui a été votée à l'hémicycle à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce qu'il est normal de baisser le nombre de commissaires à la CENI pour vous? D'ailleurs, cette loi n'était pas utile. Parce que dans le fond, la diminution de l'effectif du nombre de commissaires n'était pas la chose la plus, disons, la plus productive et la plus pertinente dans le contexte actuel. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça, c'est cette loi, de ce point de vue, n'a pas montré sa pertinence. Deuxièmement, il y a quelque chose qui a fortement changé dans le cadre de cette loi. Vous savez que les élections, surtout dans notre pays, créent toujours de problèmes. Pas par rapport aux élections proprement dites, mais par rapport à la manne financière
qui doit être utilisé pour l'organisation de ces élections. Vous entendez des centaines et des centaines de milliards pour organiser une élection. Ouais. Chaque élection, on demande des centaines et des centaines de milliards pour acheter des urnes, pour faire ceci, pour faire cela. Alors que dans un pays normal, vous achetez une fois des urnes, vous devez utiliser ça peut-être pour 5, 6, 7, 10 ans, puisque les urnes ne sont pas des denrées périssables. Oh, il suffit de les conserver correctement, que les communes puissent avoir des lieux de stocker le matériel électoral pour l'entretenir et que ça puisse servir à tout moment. Mais dans notre pays, c'est toujours un perpétuel recommencement. Donc, l'enjeu pour certains, comme j'ai dit tout à l'heure, la chèvre groupe là où elle est attachée, l'enjeu c'est avoir la main mise sur la manne financière et l'utiliser à des fins qui très souvent n'ont rien à voir avec le processus électoral. Et la loi, de ce point de vue, a confié au ministère de l'administration du territoire le soin de gérer l'achat du matériel électoral. Donc, la CENI qui sera mise en place, de ce point de vue, n'a plus constitutionnellement la possibilité d'être... On l'a amputé de ses prérogatives de gestion matérielle et donc la CENI qui est là n'a pas les mêmes compétences que la CENI qui vient de partir. Et là, ça va créer un problème. Parce que de ce point de vue, la loi, lorsque vous dites constitutionnellement une institution est indépendante, elle doit l'être sur le plan pleurnicher pour dire la mouvance a fait ceci, telle a fait cela. Ils ont été tous dans la logique d'empiéter sur la capacité organisationnelle et financière de la CENI d'assumer ses responsabilités. Et c'est pour cela que notre pays mérite d'être un regard plus intéressant. Vous savez, il y a des entrepreneurs qui sont ensemble. Là, l'étiquette politique ne joue pas son rôle. Hein. C'est toute tendance confondue. Il y a des intérêts croisés et qui, au regard de certaines décisions majeures, si vous faites très attention, vous vous rendez compte, voici le sens de ces intérêts croisés. Oui, monsieur. Et donc, ça c'était le premier aspect par rapport à cette loi. L'autre aspect qui est fondamental, ça fait bientôt 25 ans, 26 ans que nous organisons des élections multipartites. Il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup d'expériences accumulées. Maintenant, après 25 ans, c'est le moment de faire le bilan. Bilan des institutions qui ont été mises en place, dans leur fonctionnement, les avancées, les reculs, les insuffisances, pour tirer des leçons et préparer de la manière la plus sereine, la plus, j'allais dire, responsable, les institutions qui vont émerger d'après l'inventaire, disons, d'un bilan, disons, d'un quart de siècle. Ça, c'est pour la CENI. Et c'est valable aussi pour les partis politiques. Parce que les partis politiques, tels que nous l'avions conçu en 1990, pour exprimer, disons, les courants qui traversent la société guinéenne, les partis politiques ne correspondent plus à cette aspiration, puisque dans une certaine mesure, c'est devenu des partis d'entrepreneurs pour aller à la conquête d'un pouvoir, non pas pour une cause, mais pour rentrer dans la logique néopatrimoniale qui consiste à avoir un poste. Nous sommes dans une phase où réellement il faut redéfinir nos institutions au regard d'une longue expérience de pratiquement plus d'un quart de siècle. Mais avec cette CENI actuellement, qui est une CENI amputée, au regard de son droit constitutionnel d'être totalement indépendante, je pense que c'est un sérieux problème. Un sérieux problème, je crois. Oui, M. Ba, on a revenu par rapport aux critères de choix. Le critère de choix
en tout cas qui a été proposé, c'est par rapport à la participation de ces deux dernières actions majeures que notre pays a connues. Pensez-vous que ces critères sont très bien partis pour que les partis politiques arrivent à avoir des représentants au niveau de la CENI? Bon, le fait d'avoir participé à une élection présidentielle, Deux élections présidentielles, ouais. Ça c'est un critère discriminatoire. Ouais. Ah bon? C'est un Pour les partis, naturellement, il faut discriminatoire. Agrégés doivent mesurer la représentativité des formations politiques qui pèsent dans ce pays. Et là, ça aussi, ils l'ont fait à moitié, ils n'ont tenu compte que de la représentation parlementaire, qui n'est qu'un aspect de la mesure de la représentativité d'une formation politique. Donc c'est pour vous dire que... C'est le fauteuil présidentiel. C'est les postes. Quand même. Naturellement. Aucun parti politique n'est créé pour des postes. Non, si. Vous avez les conseillers, les commissaires, ce sont des postes. Oui, je suis d'accord. Il y a des formes, c'est le nombre de postes qui les intéresse, parce que, comme je l'ai dit, ça épouse la thèse que le général Lansana Conté avait, par boutade, avait dit, la chèvre doute là où elle est attachée. Ouais. Donc plus vous avez des chèvres qui sont attachées facilement là, les chèvres attachées. Plus vous estimez que l'herbe que vous aimez beaucoup cette citation, vous êtes revenu 3 fois, 4 fois sur, en tout cas, cette expression. Hein? C'est la réalité, puisque fondamentalement, ce qui devrait intéresser les formations politiques, c'est la qualité de la représentation. C'est la qualité des hommes et des femmes qui devraient être dans cette institution, de par des critères moraux, de par des critères de compétence, de par des critères d'indépendance personnelle. Si vous devez être en mesure d'assumer la mission constitutionnelle qui est dévolue au niveau d'une série. Mais si on considère que c'est des petits soldats qu'on envoie pour être là, pour servir le parti qui les ont représentés, l'organe régulateur du processus électoral en Guinée ne devient pas alors un vrai organe régulateur, mais un organe de discorde, de division, comme on a vu un peu partout dans la plupart des pays africains et chez nous. Voilà, M. Ba, que pensez-vous des gens qui estiment que dans l'imprète flamme pour Alpha Condé, en termes clairs, ils travaillent avec Alpha Condé? Ça, regarde ceux qui le disent, ça ne me concerne pas. D'accord. On va évoluer dans cette émission. On va prendre la deuxième thématique. Oui, finalement, M. Ba, la crise de l'éducation a trouvé son épilogue. Quelle est votre lecture par rapport à cette crise qui avait duré plus de 3 mois et quelques dans notre pays? Bon, je pense que c'est un ouf de soulagement pour tous les parents d'élèves, pour les élèves et pour l'ensemble de la nation par rapport à la suspension de la grève suite au protocole d'accord qui a été signé, et je le salue. Je félicite aussi bien le syndicat que le gouvernement d'avoir enfin, malgré tout, qu'il soit parvenu à signer ce protocole d'accord. Ça, c'est une bonne chose, et je salue également le fait que les syndicalistes aient fait sacrifice d'un certain nombre de considérations pour épouser la cause de l'ensemble de la société guinéenne qui veut stabilité et la reprise pour les enfants du chemin de l'école. Mais ça, c'était quelque chose de très important. C'est un sursis. Cela veut dire un sursis, c'est quoi? Cela veut dire que le contenu de l'accord, il faut le passer en revue. Et le gouvernement doit mettre en place des task force, c'est-à-dire, c'est un terme anglais, c'est-à-dire des équipes solides, crédibles, inventives, qui ne sont pas là pour faire plaisir à toutes les êtres qui vont plancher pour envisager les réformes qu'il faut mettre en place à court, moyen et long terme pour redresser la situation de l'école guinéenne. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, on ne fait que renvoyer le problème devant. Pourquoi je le dis? Parce que la question est très profonde.
La question de l'école, ce n'est pas seulement un problème de l'école. La Guinée a un vrai problème qui concerne l'ensemble des secteurs et qui concerne tout le pays. Nous n'avons pas réussi à mettre en place jusqu'à présent une administration susceptible de collecter correctement nos ressources nationales pour nos finances publiques, les accroître, les gérer efficacement et les utiliser pour servir la société guinéenne et la population. Tant que nous n'allons pas être en mesure d'avoir une capacité de générer des ressources suffisantes pour répondre à la demande sociale, pour répondre à la demande de développement économique, de la mise en place d'infrastructures, etc., etc., nous serons toujours à chaque fois en but à des crises, puisque la demande sociale, arrivée à un certain moment, va s'exprimer par des grèves, par des situations que nous avons connues. Donc le gouvernement a un sourcil qui consiste à mettre en place un task force solide pour passer en revue la gouvernance globale. Je rappelle qu'en novembre 2016, le ministère du budget, les ministères économiques, dans le cadre de la préparation du PNDS 2016-2020, ont montré que pour que nous puissions dégager les ressources pour réussir et mettre en œuvre le PNDS 2016-2020, il y a des sommes que nous devons collecter par nous-mêmes. Des sommes colossales. Des sommes très importantes. Et si nous ne parvenons pas à le faire, il va de soi que ça fait un beau texte, un beau programme que nous ne serons pas en mesure de réaliser. Et les Guinéens vont encore s'impatienter. L'applicabilité va souffrir. Et les Guinéens vont encore en souffrir. La question de la gestion des finances publiques dans ce pays, c'est la question fondamentale et des réformes structurelles majeures doivent être mises en place. Ça, c'est pour l'ensemble des secteurs de notre administration. Pour parler du protocole, le protocole est très important. Il y a quelque chose qui a été dit. Lutter contre les fictifs. Et là, c'est une volonté politique ferme qu'il faut mettre en place. Les fictifs, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent se servir et non pas servir, qui utilisent leur poste pour créer des fictifs 10, 15, 20 qui n'existent pas et prendre leur salaire et mettre dans leur poche. Ça, c'est du vol. Un petit Mamadou dans la rue qui vole un pain, qui vole un poulet, risque des semaines de prison avec des coups et parfois même il est lynché. Donc ceux qui, de par leur position, utilisent les deniers publics pour créer des fictifs et pour mettre cet argent dans leur poche, c'est du vol. Et de ce point de vue, la lutte contre les fictifs dans l'administration doit être globale. Et parce qu'il est dit, c'est le plus-value de ce qui va être récupéré, qui va être redistribué au corps enseignant. S'il s'intéresse seulement à l'effectif de l'éducation nationale, il va de soi, moi je vais vous dire, les fictifs de l'éducation nationale vont émigrer dans d'autres secteurs ministériels et les gens ne verront que du feu. Il faut que ce soit global. La réforme de l'administration, la lutte contre les fictifs ne doit pas être quelque chose qui soit contenu dans un seul secteur ministériel. Ça doit prendre en charge l'ensemble des secteurs pour que nous puissions avoir une gouvernance crédible, une gouvernance transparente, pour que les gens qui travaillent puissent obtenir un salaire qui leur permette de subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est une question de justice, c'est une question aussi sur le plan économique d'une obligation de crédibilité pour satisfaire et mettre en confiance la communauté nationale et mettre également en confiance la communauté des partenaires économiques que nous avons. Voilà, connaissant la maladie incurable de notre pays, est-ce que le gouvernement sera de bonne foi de faire ce travail normalement? Est-ce qu'il n'y aura pas de personnes, parce que leur management c'est là, est-ce qu'ils ne vont pas mettre, ces membres du gouvernement ne vont pas mettre, ou ces directeurs généraux ne vont pas mettre pied
sur cette dynamique-là. C'est la raison pour laquelle il faut une volonté politique ferme, déterminée, pour en finir avec ce mal qui est considéré guinéen. Je rappelle qu'en 1996, M. Sidia Touré était Premier ministre à l'époque. Oui. L'une de ses... Et Ousmane Kaba était le ministre en charge de l'économie et M. Kassori Fofana gérait l'autre pan du ministère de l'économie et des finances. La question des fictifs était un sujet qui les avait mobilisés et des sommes importantes ont été utilisées à ce niveau-là pour faire le tour du pays, pour faire le recensement, etc. Je dois dire, 1996, 22 ans après, nous retombons au niveau du même problème. Donc de 1996 à 2018, la Guinée, de ce point de vue, n'a pas avancé. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons corriger nos faiblesses. Et si une faiblesse est prise en compte, il faut qu'elle soit radicalement corrigée pour que demain, qu'on ne retrouve pas ces mêmes problèmes. On peut en avoir d'autres, mais que ce ne soient pas les mêmes problèmes qui reviennent souvent. Donc, de ce point de vue, c'est une question de cohérence, c'est une question de volonté politique et c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de ceux et de celles qui s'échinent à travailler et à donner le peu qu'ils ont dans des conditions salariales relativement étriquées. Voilà, on va maintenant s'intéresser à notre Parlement. Le Parlement guinéen. Je crois, M. Césaire, tu avais quelque chose à dire? Non, on va continuer sur cette même lancée. Hein. Oui, posez. Naturellement, c'est juste moi ce que j'aurais voulu, parce que ce sujet n'était pas dans le menu, mais nous avons des sujets annexes dans au nouveau. Rapidement. C'est par rapport à l'imbroglio qui provoque du côté de la commune de Matoto. C'est très important, M. Baouli, il faut qu'on le dise. L'UFDG continue à montrer ses muscles, que c'est Kalemondou Yassane qui a gagné du côté de Matoto. De l'autre côté, le parti au pouvoir, il y a Tos qui se tape la poitrine. Voilà. C'est le RP Jacques-Anciel. Finalement, rien n'a été filtré du côté. Quel est votre regard votre regard sur l'imbroglio de Matoto? Cette question et ce problème, c'est le genre de faux problème que nous sommes habitués dans ce pays pour créer des crises et des crises et des crises. Des crises nourries. On croit porter tort à certains parce que c'est elle qui est au pouvoir, ou bien on essaye de faire pression pour obtenir ce qu'on veut d'une manière ou d'une autre. D'abord, pour moi, un patriote doit aimer son pays. C'est la première raison du rôle du patriote. Tu aimes ton pays. Veux-tu que ton pays soit toujours en porte-à-faux avec la sécurité, avec la stabilité, et que à chaque fois il y a des crises artificielles qui sont créées? Non. Il y a 45 personnes qui élisent le conseil exécutif de Matoto. Et comme ailleurs, pour Matoto, ils sont 45. Il y a eu confusion dans le cadre de la première session de l'installation du conseil exécutif. Je dis et je répète, je veux la stabilité dans mon pays. Je ne veux pas qu'on perde du temps après avoir perdu bientôt 11 mois à tourner autour du pot et à créer des crises artificielles. Celui qui aime Matoto, celui qui veut que Matoto ait un conseil exécutif et que la population entière de Matoto puisse donner une réelle légitimité à ceux qui vont être mis en place, il faut recommencer l'élection. Pas l'élection, il faut recommencer le vote au niveau des conseillers communaux pour qu'ils redéfinissent de la manière la plus claire leur choix. Quiconque l'emportera, alors, sans qu'il y ait de confusion entretenue, à ce moment-là, aura la bénédiction et l'assentiment populaire pour être légitimement celui qui sera maire, premier vice-maire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'on sorte d'une volonté systématique
de créer des problèmes là où on peut les corriger. Celui qui n'aime pas le pays, ceux qui sont les entrepreneurs de la crise, ils vont nécessairement chercher à créer de faux problèmes là où on peut. Le bon sens, la responsabilité, l'amour du pays devrait vous amener à se dire par rapport à ce problème, on fait ça. Et regardez, lorsque les intérêts convergent, ils sont prêts à se donner la main au détriment de beaucoup d'aspects qui concernent l'intérêt de la démocratie et l'intérêt du pays. Dès que des intérêts les opposent, alors on crée des problèmes. Je pense qu'il faut que de part et d'autre qu'on soit sérieux. Ils se donnent la main pour voter des lois, pour se servir. Ils se donnent la main pour créer des délégations spéciales pendant 2 ans pour se servir. Ils se donnent la main pour voter un code électoral croyant que ça va leur servir. Maintenant, dès qu'ils sont opposés pour des postes entre eux, ils veulent brûler la Guinée. Il faut que la population guinéenne leur dise stop, nous en avons assez avec vos chicaneries et avec vos attitudes qui montrent que vous êtes là pour vous servir, vous n'êtes pas là pour servir la Guinée. Voilà, Liberté Déballage, la nouvelle émission de la grille Liberté FM, la 101.7. Cette émission vous parvient tous les jours du lundi, aujourd'hui à partir de 11h, 2h, 11h, 13h. Ce serait la fin de cette émission. D'abord, avant de parler du Congo, qui est un sujet bonus, on va parler de notre Parlement. D'abord, on s'intéresse aux sujets nationaux. D'abord, voilà l'expiration du mandat des députés. Nous sommes déjà à cette expiration, M. Baouri. 5 ans après, le président a pris un décret en prolongeant leur mandat. Et déjà, de quand vous diront, tel que Ousmane Kaba a déjà dit qu'il quitte l'Assemblée nationale parce que son mandat est expiré. Pour vous, est-ce que ceux qui veulent gérer ce pays, qui prétendent gérer la Guinée, peuvent évoluer dans l'illégalité? Est-ce qu'ils doivent cesser ce travail de député ou ils doivent continuer les représentants du peuple? Bien. Vous savez, les mots ont leur importance. D'accord. Premièrement, ceux qui sont responsables de cette situation se connaissent. Les accords politiques, les arrangements politiques, le fait que le ministre de l'administration du territoire n'ait pas assumé son rôle et sa responsabilité régalienne en installant les élus communaux dès après la proclamation des résultats définitifs par la CENI, ils ont fait du tort à la Guinée. Ils ont fait du tort au pays tout entier et ils nous créent des problèmes. Ces problèmes sont en train de sortir des communes, vous les connaissez. Deuxièmement, le président de la République, normalement, a fait ce qu'il devait faire. Le mandat des députés a expiré. Le président de la République a écrit une lettre à la Cour constitutionnelle pour apprécier cette situation, et il a de ce point pour apprécier cette situation, puisque je n'ai pas lu la lettre, je ne sais pas ce qu'il a dit à l'intérieur. La Cour constitutionnelle, qui constitutionnellement est responsable du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de ce pays, a estimé qu'elle doit demander la prorogation du mandat des députés pour assurer le bon fonctionnement des institutions de ce pays, pour ne pas créer un vide qui est susceptible de créer d'autres problèmes encore plus sérieux. Donc c'est dans le cadre conforme des lois de la République. Tous ceux qui vous disent illégal et autres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la question constitutionnelle et de fond. Et en Guinée, on est trop enclin à dire que c'est contraire à la loi. La Cour constitutionnelle, dans son appréciation, est responsable du bon fonctionnement des institutions. Et elle a estimé que pour assurer le bon fonctionnement des institutions, il est de sa responsabilité de prolonger le mandat des députés. Maintenant, ceux qui veulent que
projeté dans le temps, il ne faut pas qu'il nous fasse perdre du temps avec... Vous le savez plus que moi que ce pays vient de finir les élections présidentielles en un seul tour. Automatiquement, ce candidat historique, l'opposant historique, Félix Tshisekedi, a remporté... Il n'est pas historique, c'est son papa qui est historique. D'accord, a remporté voilà. Naturellement... Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, naturellement, a remporté... Lui, il est le fils d'Etienne Tshisekedi. Je suis d'accord, Morel. Voilà. A remporté l'élection présidentielle, mais de l'autre côté... Endormi, martyrisé, traumatisé et qui a été meurtri par de longues guerres civiles. Ouais. Et donc, je salue le fait qu'il y ait cette maturité. Le fait qu'il y ait alternance. Ouais. La qualité de l'alternance, on peut l'apprécier d'une manière ou d'une autre, mais vaut mieux aller progressivement pour une démarche démocratique normale que de vouloir tout d'un seul coup au risque de plonger le Congo dans le gouffre où personne ne se retrouverait. Et donc, Félix Tshisekedi, celui qui a été proclamé élu, devra rassembler les Congolais, rassembler également les partisans de Martin Fayulu pour constituer une base large d'une opposition qui peut exercer le pouvoir en sachant que les anciens tenants du pouvoir sont là, ils sont présents dans les forces de défense et de sécurité, ils sont majoritaires au niveau du Parlement, donc et un patriotisme beaucoup plus élevé. Je salue le fait que Martin Fayulu, qui selon certains aurait eu le plus grand score au niveau de ces élections, ait accepté de déposer, disons, ses recours au niveau de la Cour suprême de son pays. Donc je souhaite que la classe politique congolaise, après près de 60 ans de crise, de tragédie, puisse avoir une hauteur de vue pour engager le Congo dans une autre voie que la voie du déchirement. Voilà, bien que ce ne soit pas rappelé, le tour des auditeurs, ils peuvent tenter le 655 70 70 80 ou le 666 33 2 fois 14. Je reviens dessus, 655 70 70 80 ou le 666 33 2 fois 14. En tout cas, les auditeurs. Oui, ils peuvent appeler dans cette émission, poser des questions à notre invité, naturellement, des éclaircissements dans cette émission. Et avant que les auditeurs ne commencent à appeler dans cette émission, Morel, on va encore, en tout cas, se retourner à Conakry, en République de Guinée précisément, pour parler aussi cette autre actualité, M. Bahouri, c'est par rapport à l'acte que le président de la République avait posé le 31 décembre, quand même en tout premier auditeur, d'accord. Bonjour. Je crois, lui, il est reparti, je crois. Oui. Oui, Monsieur le Président, la question que je posais, c'est par rapport... beaucoup de prisonniers ont été graciés par le Président de la République. On veut vous entendre aussi sur cette action du Président de la République. Mais aussi, il faut le dire dans le groupe, on n'a pas pu retrouver Alpha Omar Bofa Diallo AOB. Et je salue le fait que le Président de la République ait accepté d'accorder sa grâce pour que ces personnes puissent être libres. Je suis d'accord avec vous, il reste dans le cadre de l'affaire dite du 19 juillet 2011. Un nouvel auditeur. Bonjour. Oui. Comment on vous appelle et d'où vous nous appelez? On n'a pas bien saisi. Li Hamzata. Voilà, Hamzata, nous sommes suspendus à vos lèvres. D'accord, merci beaucoup. Et je salue votre invité qui est son excellence, M. Bahouri, fondateur et premier vice-président de l'UFDG. Oui. Et le programme, c'est continuer le combat démocratique dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, les constitutions, ils aident aussi les leaders politiques qui exigent le respect strict de la loi
qui travaillent pour l'apaisement, pour la stabilité dans le pays. Par la grâce de voter et sera le président de la République en 2020. Merci et bonne journée à vous. Merci Liham Zata, il nous a appelé, il a parlé de M. Baouri. Oui, le 655 70 deux fois, 80, 666 33 deux fois, 14. Vous pouvez nous appeler dans cette émission pour plus d'éclaircissement, M. Césaire. Oui, M. Je Ba. disais Oui. qu'il reste M. Alpha Omar, le commandant Alpha Omar Diallo et Jean-Guy Laboudi. Oui. Comme je l'ai dit, qu'ils fassent preuve de courage, de patience. Ils ne sont pas oubliés, mais le jour viendra, j'espère bien, pour qu'ils puissent eux aussi être auprès de leur famille, des êtres qui les aiment. Et je leur souhaite, disons, de garder patience et de garder courage. Il y a un autre nouvel auditeur. voilà, Bonjour. un autre auditeur. Bonjour. Je crois lui, il a un problème de retour. Il est reparti encore. Oui, M. Baouri. Donc c'est pour dire que la question de détenus liée à l'affaire du 19 juillet 2011. Il est là. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Comment on vous appelle et d'où vous nous appelez? C'est Gabi Mohamed Lamine. Je vous appelle depuis Dixie. Gabi Mohamed Lamine depuis Dixie. On est suspendu à vos lèvres, on vous écoute. Voilà, moi, je n'ai pas une question liée à le président M. Baouri. Oui, Mais juste pour m'informer par rapport à tout ce qui est en train de se faire actuellement au code du mouvement Expo, parce qu'il est l'animateur. oui. Et nous le félicitons une fois de plus encore. Merci beaucoup. Et nous sommes contents de lui. Au revoir. Voilà, c'est Gabi Mohamed depuis Dixie, M. Baouri, qui continue. Bon, des auditeurs continuent à faire des propos dithyrambiques à votre égard. Donc je dois dire que par rapport à tous ceux qui ont été détenus dans le cadre de l'affaire du 19 juillet 2011, je me félicite aujourd'hui que pratiquement il ne reste plus que 2 personnes. Oui. Et nous allons faire le peu que nous pouvons faire pour que ceux-là aussi, dans les meilleurs délais, puissent être libres. Oui, Monsieur le Président, juste, on nous a appris que vous avez quand même travaillé dans ce sens pour que beaucoup de personnes retrouvent leur liberté, parce que c'était une promesse que vous avez tenue, en tout cas, quelques mois après. Est-ce que vous le Césaire, on a un auditeur. Bonjour, il est reparti. Il est reparti. Non, je dois dire que, vous savez, lorsque j'ai rencontré le président de la République, naturellement, en octobre, à la fin du mois d'octobre 2015, la question de la libération de tous les détenus politiques, notamment ceux liés à l'affaire du 19 juillet et le retour des exilés, était un des points qui avait permis de nouer une convergence sur la nécessité de travailler à l'apaisement et à la décrispation politique dans notre pays. Bon, les choses se sont faites graduellement. Je me félicite que le plus gros lot est en liberté aujourd'hui. Il reste 2 personnes, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Voilà, et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés. Voilà. Un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle et d'où vous nous appelez? C'est M. Ali Akonsoba, depuis Caporal. Ali Akonsoba depuis Caporal. Merci. Voilà, Caporal. Voilà, on vous écoute. Oui, c'est Salut de Baouri. Oui. Moi, j'ai une question à poser sur le Baouri. Oui. Quelle est la question? Je crois qu'il est reparti comme il est venu. Il peut revenir dans cette émission. De toutes les façons, il a une inquiétude qu'il voulait poser à M. Baouri. On vous attend impatiemment pour cette inquiétude. Oui, M. Baouri. Aujourd'hui, vous parlez de ces détenus politiques. Ceux qui restent pourront recouvrer leur liberté. Est-ce que vous êtes optimiste? Je le suis, parce que c'est une question de temps, c'est une question d'opportunité et c'est une question de temps. Je pense que tout le monde, avec l'aide de Dieu, sera libre très prochainement. Voilà, je crois qu'on a un auditeur. Bonjour.
Voilà, Conso. Moi, j'écoute, mais je pense que voilà, écoutez, M. Baoui va vous répondre. Il demande déjà peut-être que le projet de société. Il s'appelle Constat, non? Consoba. Consoba. Voilà, Alia Consoba. Je pense qu'il ne m'a pas trop souvent écouté, sinon il doit se rendre compte que je passe moins de temps à parler d'autres. Je parle de la nécessité de veiller à ce que ce pays assure la primauté de la loi, que ce pays aille dans le sens de la consolidation de sa stabilité, que ce pays aille dans le sens d'une bonne gouvernance, que ce pays évite les pièges ethnocentriques que les entrepreneurs de la crise sont en train de créer. Là, ça c'est Baouri. Donc, parler d'autres, bien entendu, des fois, il y a des journalistes ou il y a d'autres personnes qui veulent toujours m'amener sur des questions de ce genre. Je suis tenu de leur répondre pour apporter clarté, parce que toute question que vous occultez peut être interprétée comme une volonté de fuir. Comme... Donc, c'est une nécessité absolue pour moi d'aller dans ce sens. Et je réponds à la préoccupation de M. Constat. Je parle de moins en moins des autres. Je parle de ce que j'entends faire et la raison pour laquelle nous voulons être présents pour les prochaines élections législatives et avec l'aide de Dieu, être parmi ceux qui vont prétendre à assurer la succession du président Alpha Condé. D'accord, mais Monsieur le Président, naturellement, parce que nous sommes avec vous, c'est l'opportunité de le dire, votre mouvement, on va un peu revenir en route. Dans un secteur 3 pour rencontrer les populations et les jeunes qui m'avaient invité, parce que je considère qu'il faut reprendre tout le travail politique qui a été fait, parce qu'il faut créer un autre contrat social, un autre contrat politique avec les populations, parce que les populations sont dégoûtées de la manière dont la politique a été faite ces dernières années. Ils veulent un nouveau leadership, et pour qu'il y ait ce nouveau leadership, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on leur présente nos nouvelles idées, et il faut qu'on se rende compte que on peut faire la politique autrement. Et il faut envisager la Guinée autrement. La Guinée n'est pas figée dans des querelles ethnocentriques, dans les querelles d'ego de quelques personnes. Nous sommes un grand pays, et un pays endormi sur une très longue période. Il faut qu'il se réveille avec des hommes et des femmes conscients de leurs responsabilités, mais qui soient profondément des patriotes, indépendamment de leur position politique. Et donc, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, et je remercie tous ceux et toutes celles qui, à travers les réseaux sociaux, nous écoutent, parce que eux aussi, ils sont directement concernés. C'est eux qui sont nos ambassadeurs, c'est eux qui doivent permettre à la grande majorité de la population de se rendre compte qu'il y a un vent qui se lève, et il faut que les Guinéens sachent que la situation de la Guinée n'est pas une fatalité. On peut changer la chose de la manière la plus intelligente, plus démocratique, plus consciencieuse et plus vertueuse. Monsieur le Président, pour votre mot de la fin, un message à l'endroit du peuple de Guinée. Le peuple de Guinée est un grand peuple. Nous avons souffert depuis des décennies et des décennies. Que nos souffrances nous servent de leçon pour tirer le bilan des causes de ces souffrances, pour amener ceux qui sont en situation de responsabilité à proposer